Kintsukuroi, c'est un groupe de 4 thérapeutes qui s'occupent plus particulièrement des thématiques liées à l'abus. On a choisi ce nom-là parce que c'est un art particulier, Kintsukuroi, c'est l'art du kintsugi. Et le kintsugi, c'est la réparation des porcelaines japonaises qui ont été brisées et qu'on peut réparer avec une laque qu'on poudre d'or ensuite. Et ce qui fait que les objets qui sont réparés comme ça deviennent des œuvres d'art. Si on a choisi de partir de ce qui se passe pour l'objet d'art, c'est aussi pour parler de ce qui peut se passer dans une vie. Il peut y avoir des vies qui ont été brisées. Et des vies qui ont été brisées parce que les rapports d'adultes ou de personnes ayant autorité sur des plus jeunes a été un rapport où nous avons été considérés comme des objets et non plus comme des sujets. Il y a eu un rapport qui est venu briser quelque chose. Et très souvent, ces brisures-là ont produit tout un tas de symptômes dans la vie. C'est-à-dire que quand on a été victime d'abus, il y a plein de conséquences dans sa vie, à des endroits très différents. Et on ne se rend pas forcément compte que c'est lié à l'abus. Ça vient toucher l'estime de soi, ça vient toucher la façon, notre attachement, ça vient toucher notre rapport au corps, ça vient toucher notre rapport aux émotions. Enfin voilà, il y a beaucoup de thématiques qui potentiellement sont impactées. Donc on a identifié ces thématiques, comment on peut travailler dessus. Et je suis sur cette question d'amour qui me paraît vraiment une question centrale. Je trouve qu'il y a vraiment une attention à porter sur les formulations à cet endroit. Les mots qu'on emploie, la façon dont on en parle. Il y a peu de choses qui sont proposées en fait dans l'accompagnement thérapeutique. Et moi, je vois qu'en accompagnant les personnes qui sont victimes d'abus ou qui ont été, et puis par rapport à mon propre parcours, que finalement on est tenté d'aborder ce sujet de manière très sporadique. Je vois mes patients dire il s'est passé ça, mais bon, ça voilà, c'est fini. Et puis en ce moment dans ma vie, j'ai ça qui va pas, puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis finalement, en fait, le lien entre les deux est très rarement fait. C'est pas très connu en fait. Ces liens-là sont pas souvent faits par les thérapeutes. C'est aussi pour ça qu'on a envie de former les thérapeutes. Par moments, même le thérapeute peut être pris aussi là-dedans et éviter d'aborder le sujet. Et je pense que ça m'est arrivé au début. J'ai entamé un parcours thérapeutique assez tôt dans ma vie pour comprendre ce qui m'était arrivé, que ça n'a pas été si simple, puisque en ce qui me concerne, j'ai été victime d'abus de la part de ma mère et qu'aujourd'hui, ça reste difficile de penser à l'abus maternel pour notre société, d'admettre que la personne même qui est censée apporter l'amour inconditionnel peut être à ce point défaillante, toxique. Donc moi j'ai dû vraiment, j'allais dire beaucoup ramer, beaucoup travailler. C'est pas simple d'avoir de l'écoute à cet endroit-là et du coup de comprendre ce qui nous est arrivé. Il y a un enjeu particulier à l'énoncer, l'abus. C'est presque comme s'il y avait le risque, il y a un risque à chaque fois à pouvoir prendre la parole, à pouvoir dire ce qui s'est passé et comment on se sent avec ça. Elle donne pour capter en fait. Mais c'est très dur à mettre en mots parce qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de violence, il n'y a que de l'infantilisation en fait. Kintsukuroi, ça a été pensé et imaginé pour ça. Parce que justement, c'est tellement difficile. Et que ce qu'on a envie de faire dans cet espace-là, c'est de créer un endroit dans lequel c'est possible de venir dire ça. C'est possible de venir travailler autour de cette thématique et d'aller la déposer, cette culpabilité, d'avoir un endroit dans lequel on peut poser le fardeau, quoi. On s'était dit qu'il était important de commencer par proposer des groupes de parole sur un suivi un peu long de 6 mois, ne serait-ce que, et dans un travail de groupe. Et ça paraissait très important qu'il y ait travail de groupe, parce que travail de groupe, ça veut dire qu'on n'est pas dans un tête-à-tête. Alors, la plupart des abus se sont aussi passés dans un tête-à-tête, et que du coup, qu'il y ait du tiers d'un groupe peut permettre à des gens de se sentir peut-être plus sécurisés dans ce cadre-là. Et je crois aussi que le travail de groupe, c'est vraiment extrêmement porteur.
pouvoir à un moment donné se retrouver avec des personnes qui ont vécu d'une façon qui leur est propre, une histoire qui quelque part crée du monde commun, ça fait un bien fou. C'est tous les phénomènes de résonance, d'entendre les autres, leur propre parcours, de voir comment certains ont construit autrement à partir des blessures, ont construit d'autres possibles à des endroits, ça peut être la même chose, à d'autres endroits ça peut être différent. Il y a des défaillances ponctuelles des parents et tous les parents en ont et c'est ok. Et puis il y a le climat ancestral. Dans mon propre chemin, je me suis rendu compte comment c'était important d'entendre les autres raconter leur histoire. Et comment, lorsqu'ils racontent leurs histoires, et lorsqu'ils les analysent, la manière dont ils les mettent en mots, m'avait permis à moi-même de faire ce travail, de mettre en mots mon histoire, de prendre un peu de distance, de pouvoir analyser et de pouvoir comprendre peu à peu ce que j'avais vécu. Ce qui me touche dans tout ça, c'est comment toi, tu es dans le combat en fait. Ouais, voilà. Ah bah moi oui. Oui, bon, c'est Ah, assez simple. Nous sommes en juin 1976 et je suis dans un mouvement d'action catholique qui s'appelle la Jeunesse indépendante chrétienne, avec un aumônier qui accompagne notre équipe et qui est en même temps organisateur de camps d'été pour des adolescents dans les Alpes, camps de marche. Il me demande si je suis d'accord pour l'aider à aller installer le camp pendant 2 jours. Avec l'accord de mes parents qui le connaissaient, nous partons pour rejoindre le lieu du camp et nous nous trouvons 2 jours ensemble, seuls, dans le chalet qui est le lieu où il y a la cuisine, où il y a un certain nombre de choses. Et donc c'est dans le cadre de cet isolement où je me retrouve en tête à tête avec lui que vont avoir lieu les abus. Le lendemain, nous avons encore une journée ensemble à passer, il n'en parle pas et moi non plus. Et à ce moment-là, je crois qu'il m'est impossible d'en parler, tout simplement parce que j'ai à la fois conscience qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, mais je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai vécu, ce que je ressens. Je suis démuni pour pouvoir nommer ce qui s'est passé. Si tu n'en parles pas tout de suite, pourquoi en parler après? Et une fois que tu as pris l'habitude de ne pas en parler, c'est très très difficile de revenir sur quelque chose pour en parler. Il y a une habitude du silence. Et puis parce que finalement, on ne sait jamais, mais comment ça va être reçu? Quand on vit l'abus, on a toujours cette sensation terrible d'une solitude extrême, et d'une solitude extrême qui fait qu'on ne pourra jamais être compris. Et il y a un épuisement qui nous vient à l'avance de se dire mais ça sert à quoi que j'explique? De toute façon, on ne va pas me croire. Il va falloir que je me justifie. Et là, trouver des personnes devant qui on n'a pas besoin de se justifier, qui sont juste dans l'accueil de ce qui est dit, qui peuvent entendre sans mettre en doute. C'est difficile de mettre en mots à quel point ça fait du bien, à quel point il y a quelque chose qui nourrit un endroit qui a été profondément blessé. Et cheminer ensemble, voir l'autre tout à coup se transformer, faire un pas, ça donne un espoir fou. Ça donne la certitude, c'est possible, je le vois. Donc moi peut-être je ne le vois pas pour moi, mais ça peut advenir, et puis ça advient. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité en fait. Ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye. Avec le temps qui s'est écoulé, je dirais finalement, c'est de rencontrer et d'être accompagné par des gens qui aiment sainement. Je n'aurais peut-être pas défini les choses comme ça, mais finalement, peut-être qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui aime sainement. C'est-à-dire, est-ce qu'il a suffisamment libéré de ses propres attentes de retour, de son propre ego pour être vraiment là pour permettre la croissance de l'autre. C'est ce que j'ai trouvé chez les membres de notre groupe. C'est pour ça que je suis resté. Sinon, j'aurais fui. Allez. Bon, allez, c'est bien pour moi, écoutez. En plus, le vent s'est calmé. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure. J'ai pas vu, vous avez dit